Et bien maintenant, un point sur l'actualité réglementaire avec en plateau Laurent Blois, délégué général SPIAC CGT, Stéphane Lebars, délégué général d'Anime France, et puis à distance, Christophe Poli, donc secrétaire national de Fédération Communication, Conseil et Culture de la CFDT, et Jules Gontier, délégué aux questions sociales et juridiques de la FICAM. Alors déjà, merci d'être là avec nous, ceux qui sont en plateau particulièrement, excusez-moi messieurs à distance, mais on sait que vous auriez aussi aimé être là et que voilà, c'était un peu compliqué pour vous aujourd'hui. Toujours est-il qu'on va pouvoir, je vais pouvoir vous laisser discuter et on va commencer, si vous voulez bien, par la transposition de la directive SMA. On dirait qu'on arrive au bout du chemin, Stéphane ? Oui, effectivement, on arrive au bout du chemin. Donc, d'abord, bonjour à toutes et à tous. On est effectivement au bout d'un long chemin. Il y avait une première étape symbolique en novembre 2018 et importante qui avait été l'adoption par le Parlement européen de cette fameuse directive SMA. C'est quoi cette directive SMA? C'est en fait une directive européenne qui va faire rentrer les grandes plateformes essentiellement américaines aujourd'hui, mais peut-être demain matin d'autres nationalités, en tout cas extra-européennes, dans les systèmes de régulation de chacun des pays. Et donc désormais, les plateformes du type Netflix, Disney+, donc service de vidéo à la demande. Hein. Voilà, les services de vidéo à la demande par abonnement, mais aussi par voie qui repose sur la publicité, vont pouvoir rentrer dans notre champ de régulation et vont désormais devoir investir dans la production audiovisuelle et cinématographique de chacun des pays. Et il y a également tout un volet d'exposition des œuvres avec un quota d'exposition sur ces plateformes de 30% d'œuvres européennes. Ce chemin, il reste à le terminer au niveau français. Et donc on est rentré depuis maintenant 2 ans, donc après cette adoption de la directive SMA par le Parlement européen en novembre 2018, dans ce qu'on appelle une transposition au droit national de cette directive. On a eu en décembre dernier la publication au journal officiel d'une ordonnance qui transpose le 23 décembre, qui transpose cette directive en droit français. Et maintenant, donc, le travail législatif est fait, conformément à l'engagement du président de la République le 6 mai dernier. Et maintenant, on rentre dans la dernière ligne droite, qui est la voie réglementaire, puisqu'après avoir transposé au niveau législatif, il faut mettre en musique au niveau réglementaire. Et on discute actuellement de ce qu'on appelle un décret SMAD, un décret de service de médias audiovisuels à la demande, qui va vraiment définir toutes les obligations de ces plateformes en matière de production audiovisuelle et cinématographique. Ce projet de décret a fait l'objet d'une concertation entre les plateformes et les organisations de producteurs cinéma et audiovisuels, sous la conduite du CNC et de la DGMIC, entre le mois de septembre dernier et le mois de décembre. Il y a un projet de décret qui a été arbitré par les pouvoirs publics au mois de décembre et qui a été transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la Commission européenne et au Conseil d'État, qui devront rendre leurs avis dans le courant du printemps. Donc on peut s'attendre à une publication de ce décret au printemps pour une mise en œuvre annoncée par la ministre de la Culture récemment au 1er juillet 2021. Donc à compter du 1er juillet 2021, cette transposition sera complètement finalisée et ces plateformes seront désormais soumises à des obligations de production dans le cinéma et dans l'audiovisuel, sur lequel on reviendra si vous le souhaitez, et qui permettront donc de dynamiser la création française et donc l'emploi sur le territoire français. Messieurs, réaction? C'est une bonne nouvelle ou pas? Je reviens très rapidement sur ce qu'a dit Stéphane, qui a très bien résumé le cheminement depuis le début de ce texte, qui est complètement indispensable et fondamental pour nous compte tenu de la période, étant donné que les plateformes étaient déjà en position de force avant la crise. C'est encore davantage le cas maintenant, comme tout le monde le sait, je pense, autour de la table.
Donc voilà, ce qui peut être précisé, c'est que là, pour l'instant, le décret partirait sur une obligation de réinvestissement de 20 à 25% du chiffre d'affaires réalisé localement. Donc c'est quand même un chiffre très intéressant. Il y a quand même encore un risque pas de veto des plateformes, mais de tentative de renégociation. Ça, c'est pas encore gravé dans le marbre. Donc nous, on est quand même encore dans l'attente de la validation définitive, sachant que pour l'instant, des infos que j'ai moi, ça part quand même plutôt bien et on devrait y arriver à ce résultat-là. Donc c'est en effet une très bonne nouvelle parce que ça va permettre en partie de compenser sur la période les baisses de revenus du fait de la fermeture des cinémas et donc d'envisager de restimuler la production, que ce soit évidemment cinéma mais aussi audiovisuel et particulièrement en l'occurrence ce qui nous intéresse aujourd'hui l'animation, qui est très consommé en plus sur les plateformes, donc c'est évidemment une bonne nouvelle et on espère bien sûr à la FICAM que ça va aboutir en l'état, c'est-à-dire avec une obligation d'investissement de 25%. Côté emploi, Christophe? Nous, on va revenir sur ce qui a été dit là, mais c'est vrai que tout ce qui va, à la fois l'ordonnance et la transposition du décret, pour nous, ça va dans le bon sens, parce que ça va dans le sens de la régulation économique. Et pour nous, la régulation économique, elle a forcément un effet sur la régulation sociale, parce que, comme l'a très rapidement posé Stéphane par rapport à l'emploi, tout ce qui stabilise, en fait, tout ce qui permet de stabiliser un secteur économique, un secteur professionnel, de manière cohérente en tant qu'organisation syndicale et représentant les salariés, nous on est tout à fait favorable à ça. Que ce soit par rapport à ces aspects de prédation des plateformes dont on parle, ou par rapport à des affaires de droit d'auteur, tout ça, donc stabiliser les choses dans un contexte, dans un périmètre qui est un périmètre cohérent et qui doit répondre aux mêmes obligations et aux mêmes devoirs et avoir les mêmes droits. Donc tout ce qui va dans ce sens-là nous va bien. Donc là, on n'était pas l'interlocuteur direct là pour l'ordonnance et le décret, mais c'est vrai que ça va dans le bon sens pour nous sur ce plan-là et dans le sens aussi de pérennité. Quand je parle de consolidation, c'est aussi de pérennité des secteurs et a fortiori dans la crise sanitaire actuelle qu'on traverse et dont on n'est pas encore sorti, c'est de toutes les façons un bon élément concret pour stabiliser tout ça, voilà, pour faire très rapide. Et tout ce qui va dans ce sens-là, et en plus on se félicite, nous, à la CFDT, que le niveau européen ait pris ses responsabilités. Après, il y a notre affaire de transposition là maintenant, au plan national. Moi, je pense en partie aussi que ça va dans le bon sens, d'autant que c'était une vieille revendication, effectivement, que les plateformes, les GAFA, etc., soient mis à contribution, et nous qui sommes membres du bloc, du bureau de liaison des organisations cinématographiques, on a travaillé modestement côté organisation syndicale de salariés, mais on a travaillé, puisqu'on est moins en ligne que le sont les producteurs, mais on a travaillé, ou en tout cas on a suivi l'ensemble de ces questions, et je sais que la fédération CGT y a largement participé. Ça, c'est le premier élément. Donc, ça va plutôt dans le bon sens. Après, reste à voir quelle incidence ça aura sur les accords collectifs dans nos secteurs. Je parle aussi bien de production audiovisuelle que là, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, de production de films d'animation. Là, c'est quand même un peu l'inconnu. On sait les difficultés qu'on a aussi bien dans le film d'animation que dans la production audiovisuelle, dans les relations entre les télédiffuseurs, etc., et les sociétés de production, voir les effets que ça peut avoir effectivement en termes social sur l'évolution des rémunérations dans le secteur, etc., etc. Donc tout ça sera à suivre de près. Et moi, je l'ai demandé, quand je dis moi, notre organisation, on a demandé à plusieurs reprises, effectivement, quelques éléments, alors pas trop dans l'animation, mais en tout cas dans la production audiovisuelle, et une réflexion globale avec l'ensemble
des organisations syndicales dans la production audiovisuelle sur les incidences des plateformes, etc. Mais si je prends la situation d'aujourd'hui en matière de confinement, etc., les retours qu'on a du côté des salariés, c'est qu'il y a beaucoup de travail dans la prod audio, aussi grâce aux plateformes. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui sont salariés intermittents et qui, entre guillemets, bénéficient effectivement de l'appel d'air des plateformes en termes de commandes. Voilà. Stéphane, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, peut-être de rebondir sur le dernier propos de Laurent déjà. Les plateformes sont présentes en France depuis un petit moment. Je veux dire, très clairement, Netflix a investi, notamment Netflix, mais aussi Amazon également, ont investi dans un certain nombre de productions audiovisuelles et cinématographiques françaises ces dernières années, sans avoir de contraintes réglementaires. Dans une méthode d'intervention qui est la leur, c'est-à-dire en gros un contrôle total du copyright, un statut de producteur délégué, un statut de producteur exécutif pour le producteur français qui peut être à l'origine du projet. Et donc c'est là effectivement où il y avait tout un certain nombre de choses à corriger, en tout cas sur une partie significative de leurs investissements, pour les faire rentrer dans la régulation française. Mais ils étaient déjà présents et il n'y a qu'à s'en convaincre puisque Netflix a communiqué ces derniers jours sur le succès mondial de Lupin, qui est une production avec des artistes français, qui a fait travailler des techniciens français et produite par une société française, Gaumont Télévision en l'occurrence. Et par ailleurs, Netflix est déjà intervenu dans des séries d'animation, puisqu'ils sont notamment sur la série Oogie Oogie qui est produite par Xilam avec France Télévisions également à bord. Donc ils sont déjà présents, ils vont continuer à être présents, certainement beaucoup plus significativement en termes d'investissement avec les taux que rappelait effectivement Jules, et dans des conditions différentes pour eux qui vont permettre aux sociétés de production françaises de pouvoir, comme ils le font avec les éditeurs historiques, se constituer un catalogue d'actifs en travaillant avec ces plateformes et pas simplement être pour eux des producteurs exécutifs. C'est pour donner peut-être un petit ordre d'idée quand même de ce qui nous attend en termes financiers. Netflix a annoncé, je crois c'est cette nuit, qu'il avait passé la barre des 200 millions d'abonnés dans le monde, donc avec des croissances exponentielles du nombre d'abonnés un peu partout dans le monde, une croissance aussi du nombre de plateformes qui interviennent sur ce secteur-là, et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on voit que globalement aujourd'hui les foyers américains sont abonnés à plus de 3 offres SVOD pour chacun d'entre eux. On a l'habitude de parler des offres internationales, mais il y a aussi des offres beaucoup plus locales, des plateformes et qui se développent et qui ont besoin de contenu aussi. Donc, exactement, il y aura à la fois des plateformes globales, mondiales, et des plateformes soit locales, soit type Salto par exemple, soit assises uniquement sur quelques territoires. Donc ces plateformes vont de toute façon investir massivement dans les années à venir. Et pour reprendre le fil de là où j'en étais, aux États-Unis, on constate qu'il y a effectivement 3 abonnements SVOD par foyer. En France, on est un peu plus de 1 aujourd'hui. Donc ça montre bien qu'on a une croissance potentiellement importante de ces abonnements. Aujourd'hui, le marché il est situé quelque part entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros en termes d'abonnements sur le territoire français. Et les projections qui sont faites par les différents observateurs tendent à démontrer que, effectivement, sur la base de ce qu'on constate aux États-Unis, où la multiplication de la concurrence n'a pas entraîné une cannibalisation entre les acteurs, mais au contraire une augmentation du nombre d'abonnements, on table grosso modo sur un marché qui pourrait représenter assez rapidement 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, c'est l'équivalent du marché publicitaire en France. Donc on est sur une dynamique effectivement extrêmement importante. C'est pour ça qu'il était essentiel de pouvoir mettre en place ces obligations et à un niveau important mais aussi cohérent par rapport à celui des éditeurs historiques, parce que c'est un marché dynamique et par ailleurs, Jules l'a souligné, les marchés traditionnels aujourd'hui
notamment en raison du confinement, mais pas que, ont tendance à marquer le pas, que ce soit les entrées en salle ou le chiffre d'affaires publicitaire des éditeurs historiques. Donc c'était vraiment important de s'assurer de pouvoir avoir des obligations mises en œuvre désormais sur ce marché le plus dynamique de la consommation audiovisuelle et cinématographique. On passe à un autre. Ouais, vas-y, Véronique, uniquement pour relever un point de Stéphane, excuse-moi, donc que je trouve particulièrement intéressant, et d'ailleurs c'était l'exemple que je voulais citer à la base de Lupin. Ça montre bien que, certes, les plateformes américaines, il faut évidemment s'en méfier, elles ont tendance à imposer leurs règles, elles ont tendance, au niveau du droit de la propriété intellectuelle, à être très limites sur certaines questions. En revanche, il faut aussi voir la chose que c'est quand même des opportunités sans précédent pour les œuvres françaises et européennes d'avoir une visibilité internationale. Donc, ça a été vrai là pour ce qui est de Lupin, mais c'est très vrai pour l'animation, et l'animation française marche assez bien à l'international. Par exemple, un exemple, mais on pourrait en trouver de nombreux sur les plateformes, la série d'animation Last Man, alors je ne sais pas si vous connaissez en l'occurrence, c'est une série d'animation plutôt pour adultes, qui est 100% française, qui est assez peu connue finalement en France et qui est complètement plébiscitée à l'international. C'est quelque chose qui est en passe de devenir une série culte. Et ça, c'est sur Netflix, par exemple. Donc, il y a quand même, voilà, grâce à ces plateformes, et c'est sur ça, en fait, que nous, je pense que dans les prochaines années, il va falloir jouer, c'est surfer sur la vague plutôt que s'opposer à elle directement, parce qu'on n'aurait aucun intérêt et on serait perdant. En bénéficiant des leviers qu'ils nous apportent, ça pourrait nous permettre à nous, entreprises de l'audiovisuel française, d'enfin acquérir une notoriété, une visibilité internationale qu'on n'avait pas forcément avant. L'animation, moi, je trouve ça très intéressant. Au niveau de l'animation, bien sûr. L'animation, je pense que la notoriété internationalité, mais je laisse Stéphane... Tout à fait, évidemment. C'est pas le secteur le plus... voilà. Effectivement, la notoriété, l'exposition des œuvres d'animation dans le monde est comment dire, extrêmement dynamique depuis de nombreuses années. L'animation française est présente sur tous les continents, sur tous les types de supports, et y compris aux États-Unis. Et bien évidemment, elle n'a pas attendu les plateformes pour pouvoir rayonner dans le monde entier. Cela étant, Jules a raison, ça va accompagner ces dynamiques côté de l'animation, et l'exemple de Last Man est intéressant, mais ça va aussi surtout permettre à, par exemple, la fiction française, et l'exemple de Lupin est intéressant de ce point de vue-là, qui avait plus de difficultés que l'animation à toucher les publics du monde entier, parce que voilà, les grandes chaînes historiques dans les différents pays étaient très tournées vers leur production locale. Ça donne effectivement une capacité à être exposé partout dans le monde. Donc de ce point de vue-là, c'est une chance pour les auteurs, les artistes, les techniciens et les producteurs français, nonobstant le fait qu'il fallait effectivement les faire rentrer dans des règles du jeu où on n'était pas simplement des producteurs exécutifs à leur compte et qui gardent l'ensemble de l'IP entre leurs mains. Donc ça, c'est effectivement chose faite avec la transposition de la directive SMA. Peut-être juste pour faire le lien sur un autre sujet, Laurent l'a abordé, il va falloir faire attention effectivement à ce que, et on le voit poindre un peu dans certains discours, puisque la ministre de la Culture a souhaité ouvrir le champ du décret TNT. Donc le décret TNT, c'est le décret qui encadre les obligations de production des éditeurs historiques, TF1, M6, Canal+. Donc elle a souhaité le réouvrir parallèlement à la mise en place de ce décret SMAD. Il va falloir faire attention à ne pas, entre guillemets, déshabiller Pierre pour habiller Paul, quoi. Et donc le danger qu'on voit poindre, parce que les éditeurs historiques sont à l'offensive depuis de nombreuses années sur le sujet, c'est un effet d'opportunité qui consisterait à dire, puisqu'il y a des nouveaux entrants qui sont soumis à des obligations de production et qui vont apporter de l'argent à la production française, à l'emploi, etc. Nous, éditeurs historiques, entre guillemets, on se replie et on en fait moins. Donc bien évidemment, c'est un risque majeur. L'objectif est bien de dynamiser la production audiovisuelle et cinématographique française et non pas d'aboutir à un régime qui soit totalement flat. L'objectif, c'est vraiment de développer de la propriété française, de développer de l'activité, de développer de l'emploi, et on sera, pour notre part, très attentif à ce que la réouverture de la négociation sur le décret TNT ne se traduise pas par une baisse des obligations des éditeurs historiques ou par une baisse de leurs engagements à l'égard de la production indépendante.
Juste si je peux dire un petit mot, Véronique. Oui. Je pense qu'on va passer notre session sur la directive, mais c'est bien aussi. Non, mais en un mot, nous, organisation syndicale, par rapport à ce que vient de poser Stéphane sur la TNT, nous, on a aussi en interne dans ces entreprises-là des choses à dire, et on ne manque pas de les dire aussi, et on pèse par rapport à ça, et on est très vigilant par rapport à ça. Moi, je veux juste faire une toute petite remarque, c'est que nos discours ont vraiment beaucoup évolué en quelques années concernant les GAFA. Aujourd'hui, on est en train de se demander de quelle manière on pourra tirer au mieux parti de leur présence, de leur capacité de financement et voilà, pour le rayonnement de ce qu'on est en capacité de produire nous sur le territoire national, et ça c'est plutôt une bonne chose. Enfin, nous on essaye de le voir de manière constructive et positive. Mais notre discours sur les GAFA a beaucoup évolué en quelques années. Peut-être qu'on pourrait à un moment ou à un autre reprendre ce qu'on a pu dire, même au RAF il y a quelques années sur le sujet, c'était pas sur ce ton-là. Mais ça veut dire que c'est nous qui avons évolué, ou c'est eux aussi qui ont modifié leur manière de... Nous avons porté, chaque organisation pour elle-même a apporté ses positions qui en général convergent, et donc on a su faire ressortir des choses qui nous convenaient et qui allaient justement dans ce sens de une forme d'équité ou de la régulation. Étant en capacité de faire ça a évolué, et aujourd'hui, dans le discours des uns et des autres maintenant, on est en train de regarder tout ce dont on peut tirer parti justement à partir du moment où on n'est plus dans une jungle, on est dans quelque chose qui est en train de se normer. Voilà. Et ça, c'est malgré tout, c'est une très bonne chose. Les plateformes, là, quand je nous entends, ce ne sont plus de gros prédateurs qui vont de toutes les façons nous réduire et nous éliminer de la surface du globe. On n'est plus là-dedans. Et les exemples qui ont été posés pour du film d'animation comme pour Lupin, là, qui fait, dont on entend parler quasiment tous les jours à la radio, dans les médias en général. Voilà, c'est la forme de contre-exemple et de l'appropriation constructive et productrice pour nous des plateformes. On en parle pour plusieurs raisons de Lupin, mais c'est pas le sujet, parce que c'est aussi un personnage, une transposition avec un personnage noir, etc. Enfin, il y a plein de... Pardon, j'espère que c'est pas politiquement incorrect ce que je dis, mais je pense qu'il y a cette dimension-là aussi qui était prise en compte. Mais, pardon, Stéphane, et puis après Laurent, puis on en finit peut-être sur cette question. Oui, bien sûr, juste un point, je ne sais pas si c'est tellement notre regard à nous qui a changé, et notre discours à nous, quand je dirais employeur et salarié, qui a changé par rapport à ces GAFA. Je pense qu'on a, de notre point de vue, une certaine cohérence du discours depuis des années et de l'action. Je rappelais quand même que tout ça a démarré au début des années 2010 au niveau européen, quand le sujet a été remis sur la table pour aboutir à cette fameuse directive en novembre 2018. Je pense que c'est surtout le regard des pouvoirs publics au niveau français et européen qui a bougé par rapport à ces GAFA. Il y a eu pendant des années une espèce d'admiration béate devant ces entreprises, leur agilité, etc. Et on a fini par découvrir que derrière, il y avait des entreprises qui étaient des géants mondiaux extrêmement prédateurs, qui avaient à la fois des implications au niveau social, au niveau politique. Enfin, vous avez tous en tête les exemples de l'actualité, et je pense que tout ça a amené aussi les pouvoirs publics à changer de regard sur ces opérateurs, sur ces fameux GAFAN, et quelque part on en trouve effectivement la traduction dans ce décret SMAD, où il faut bien le dire, l'État a eu une position a entendu les différentes parties, a pris en compte un certain nombre des positions des GAFAN, mais n'a pas hésité à prendre ses responsabilités pour imposer un décret qui, dans ses différentes composantes, le taux, l'assiette des dépenses, la part indépendante, la définition de ce qu'est une production indépendante, où l'État a pris ses responsabilités pour défendre l'industrie française, les auteurs français et les techniciens français. Donc je pense que en fait, l'État est venu quelque part sur les positions que nous tous on défendait depuis des années. Je disais juste que c'était notre discours qui avait changé. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites.
Laurent, juste pour conclure, mais en quelques secondes. En quelques secondes, je plus sois à ce que vient de dire Stéphane, si je puis dire, mais après, reste à mesure. Bon, je pense que les pratiques culturelles aussi sont en train de changer. Et ça, on ne l'aborde pas franchement parce que ça nous amènerait loin. Mais il faut voir aussi ce que ça modifiera profondément dans l'évolution des pratiques culturelles, la relation à la salle, la relation même à l'écran, enfin bon, tout ce qui est déjà évoqué et qui existe effectivement et qui n'est pas complètement nouveau. Voilà. Il faut voir aussi quelle incidence aura sur le format des œuvres et on a tous en tête l'idée du formatage des œuvres. Il n'y a qu'à voir l'évolution de la production cinématographique avec l'évolution de la télévision et de la production audiovisuelle. On voit bien que les frontières s'atténuent, enfin moi en tant que spectateur et citoyen lambda, je vois bien que les frontières s'atténuent de plus en plus, ou en tout cas depuis plusieurs années, entre, j'ai envie de dire, un film produit pour la salle et un film produit pour la télévision, avec des fois d'ailleurs des exemples qui ne sont pas nécessairement négatif, c'est-à-dire que ça peut aussi produire une amélioration. Si je vois dans la fiction audiovisuelle, par exemple, il y a eu ces dernières années une nette amélioration de la fiction, de mon point de vue en tout cas audiovisuel, et pas que du mien. Voilà. Donc tout ça, il faudra effectivement le mesurer, mais moi je reviens quand même pour conclure sur l'idée qu'il faudra aussi qu'on voit quel effet ça a sur la dimension sociale qui nous occupe, à savoir les accords collectifs, etc. et comment ces sociétés se positionneront par rapport à un état du droit, par rapport à un état de notre législation en matière sociale. Donc voilà. On en reparlera. Ce n'est pas la dernière fois qu'on parle de je crois. Voilà. La directive, etc. Pérennité des crédits d'impôt, c'était une question aussi qu'on avait. Jules, tu voulais dire un mot là-dessus? Un petit point d'introduction rapide, et après je passerai peut-être la parole à Stéphane pour les détails, parce que moi c'est vrai que c'est un sujet pour le coup qu'on suit beaucoup à la FICA, mais qui est très important pour nous, mais que moi personnellement je ne suis pas forcément, donc j'ai quelques infos, mais pas forcément de détails. Okay. Donc déjà pour commencer, l'international, crédit d'impôt international, c'est ça? Oui, voilà, donc crédit d'impôt international, très bonne nouvelle, donc prolongé jusqu'en 2024. Oui. Donc, pour l'animation qui est sur des projets assez longs d'ampleur, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est avec beaucoup de financements internationaux en plus, donc c'est quelque chose auquel nous, à la FICA Montonnais, je pense que côté animation, c'est totalement le cas aussi. C'est indispensable, quasiment, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse continuer comme ça à rayonner internationalement et à continuer à faire des productions, des coproductions d'envergure. Mm-hmm. Alors ensuite, la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir sur le crédit d'impôt, c'est par rapport au crédit d'impôt au cinéma. Dans les questions que tu m'avais transmises, Véronique, tu évoquais donc ce passage de 30% à 40% pour le crédit d'impôt au cinéma qu'on avait réussi à faire voter au niveau du Sénat. C'est ça, donc, et après il a disparu. Voilà, c'est ça que je voulais préciser, c'est que ça a été retoqué au niveau de l'Assemblée, donc il n'y aura pas d'augmentation à 40%, on reste bien sur du 30%, et voilà, donc c'est un peu décevant, mais voilà. C'était temporaire. Le Sénat le demandait d'une manière temporaire. C'était pour la seule année 2021. D'accord. Oui, ouais, c'était pour la seule année en effet. D'accord. Et malgré ça, ça a été. Ouais, effectivement, ça a été retoqué malheureusement. Donc les crédits d'impôt, comme l'a dit Jules, sont extrêmement importants dans le paysage économique de la production audiovisuelle et cinématographique. L'animation est concernée par entre guillemets tous les crédits d'impôt qui existent aujourd'hui en France. Le crédit d'impôt international, comme l'a rappelé Jules, qui permet donc à des studios français de se positionner en tant que fabricants sur des propriétés étrangères amenées par des donneurs d'ordre étrangers. Donc on a beaucoup de productions étrangères qui viennent se fabriquer en France parce qu'il y a un savoir-faire industriel et artistique. Notamment Angoulême. On sait tous que aussi dans le paysage de la production française et de l'emploi en France, il y a un studio qui est extrêmement important compte tenu de son ampleur, c'est IMG, Illumination MacGuff, installé à Paris. Mais comme tu le rappelais à juste titre, les studios, comme beaucoup de studios, travaillent aujourd'hui pour des productions étrangères. Et donc cette pérennité sur le dispositif était extrêmement importante parce que globalement, pour les studios d'anime, compte tenu des cycles de production des œuvres
d'œuvres d'animation. Globalement, 2022, qui était la fin théorique de ce crédit d'impôt, était, grosso modo, c'était déjà aujourd'hui, quoi. En tout cas, c'était demain et c'était pas un horizon très, très éloigné. Donc redonner un peu de visibilité jusqu'en 2024 est une chose extrêmement positive. Je dirais que ce qui a été surprenant, c'est qu'il a fallu qu'on bataille quand même très fortement pour y arriver, alors que ça nous paraissait être quand même pas un combat sur lequel l'État et la majorité auraient dû faire autant d'obstructions, parce qu'on ne touchait pas aux paramètres du dispositif, on restait sur un taux à 30%, ni sur les conditions d'éligibilité, c'était simplement prolongé pour donner de la visibilité, et dans la période de confinement, de crise sanitaire qu'on connaît, il nous paraissait pas totalement stupide de demander à l'État de donner de la visibilité aux donneurs d'ordre étrangers pour qu'ils viennent en France plutôt que d'aller au Royaume-Uni, par exemple. Après, sur les autres crédits d'impôt, effectivement, l'animation est concernée bien évidemment par le crédit d'impôt cinématographique et par son volet audiovisuel. Il y a eu une tentative, comme vous le rappeliez, qui a échoué malheureusement, de pouvoir bénéficier d'un relèvement temporaire du taux sur le cinéma à 40% pour l'année 2021, et qui a échoué, qui avait été voté au Sénat et qui a été retoqué par l'Assemblée nationale. Et par ailleurs, il y a eu des tentatives de faire remonter également le crédit d'impôt audiovisuel, qui lui est un patchwork de taux. Donc pour faire simple, on va dire que la fiction et l'animation et maintenant le documentaire sont à un taux de 25%, là où le cinéma est lui à un taux de 30%, comme le crédit d'impôt international. Donc pour des raisons historiques, on est arrivé à ce patchwork de taux qui est un peu surprenant. Et c'est vrai que du côté d'Anime France, on pousse sur tous les sujets, y compris sur un alignement définitif du crédit d'impôt audiovisuel à 30% sur le crédit d'impôt cinéma. Et bien évidemment, on avait soutenu, aux côtés de l'ensemble des organisations du cinéma, la mesure temporaire qui était proposée pour le cinéma sur 2021. C'est toujours un sujet sur lequel l'État est assez réticent, alors qu'il a été très clairement démontré les effets positifs de ces crédits d'impôt. Et en matière d'animation, les chiffres qui ont été rendus publics au mois de décembre sur l'emploi montrent la corrélation extrêmement forte entre le crédit d'impôt, les modifications de crédit d'impôt et les courbes d'emploi qui suivent à la hausse de manière quasi instantanée. Donc c'est un outil pour l'emploi qui est extrêmement important. Et il ne faut pas se leurrer dans le contexte concurrentiel qu'on connaît, dans le contexte économique qui va être celui du monde entier à la sortie de la crise économique. Tout le monde va chercher à relancer l'emploi. Et en premier lieu, nos amis anglais qui sont sortis, mais qui sont juste à la porte de la France et qui ne vont pas hésiter à faire grimper monstrueusement leur taux de crédit d'impôt. Et donc, on va avoir aux portes de chez nous un acteur qui va crever tous les plafonds en termes de crédit d'impôt et qui va fausser la concurrence de manière extrêmement importante. Il faudra rester vigilant. Donc, il ne faut pas que l'État français aborde ce sujet-là que du côté de la dépense. Les crédits d'impôt, c'est de la recette à travers les salaires qui sont versés aux gens, les impôts qu'ils payent, etc., les cotisations sociales qui sont versées. C'est au contraire un facteur de recette pour l'État. D'accord. Pardon Laurent, mais vraiment rapidement. Très rapidement sur le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt, c'est quand même un combat qui est extrêmement fragile, c'est-à-dire qu'il y a toujours à faire la démonstration effectivement à la fois de son efficience en matière de relocalisation, etc. Donc bon, là c'est reconduit jusqu'en 2024 et on ne peut que s'en féliciter, mais on voit bien qu'on est toujours sur quelque chose qui, pour le gouvernement, est extrêmement fragile, parce que d'abord, le gouvernement affiche beaucoup d'aides en direction des entreprises, desquelles on ne peut pas dire qu'elles sont forcément aussi efficientes, si je puis dire, mais ça c'est moi qui le dis, que le crédit d'impôt. Donc c'est un facteur important pour la relocalisation, effectivement. Mais moi j'ai envie de dire vigilance quand même, parce que ça reste, et y compris dans la manière dont c'est construit, quelque chose d'extrêmement fragile qui peut être remis en cause assez facilement. Voilà, c'est ça.
Alors, juste pour un petit point, c'est vrai que le crédit d'impôt international est le seul à être borné dans le temps. D'où effectivement le combat qui a été mené par Anime France et la FICAM, et je salue au passage l'extrême efficacité de la FICAM sur ce dossier. Mais c'est le seul qui est borné dans le temps, alors que les crédits d'impôt français, que ce soit cinéma ou audiovisuel, eux ne sont pas bornés dans le temps, mais sont soumis par contre à un examen périodique de la Commission européenne. Donc de toute façon, il y a des risques, mais c'est vrai que celui sur lequel il y a un risque, j'irais peut-être encore plus grand, c'est vraiment le crédit d'impôt international, parce qu'on a une borne dans le temps, et ça veut dire que là, pour le coup, il faut repasser régulièrement devant le Parlement pour le refaire valider et le refaire voter. Donc voilà, après les deux autres sont entre guillemets un petit peu moins en danger, mais on n'est jamais à l'abri effectivement de décisions du Parlement qui viseraient à en réduire l'efficacité, par exemple en décidant de diminuer le taux. Voilà. D'accord. Il nous reste 5 minutes, donc peut-être si vous en êtes d'accord, on va se concentrer sur l'égalité femmes-hommes, et voilà, sauf si vraiment tu as 2 mots à dire, Stéphane, sur le plan d'adaptation audiovisuelle. En 2 mots, ça va être compliqué. Simplement pour noter, et Olivier Henrard l'a expliqué comme en ouverture de la table ronde, le gouvernement français, et notamment à travers le CNC, a quand même eu une action extrêmement volontariste pour soutenir les entreprises et l'activité pendant cette période extrêmement compliquée qu'on vient de traverser. Je ne reviendrai pas sur les différentes mesures qu'a souligné Olivier, qui ont été prises dans le secteur audiovisuel ou cinématographique. Je voudrais simplement rappeler qu'on va avoir à partir du 1er janvier, enfin depuis le 1er janvier, un plan de relance du côté audiovisuel et cinématographique, qui est doté en matière de production cinéma de 13 millions d'euros de mémoire, et côté production visuelle de 26 millions d'euros. Ça va permettre effectivement d'accompagner la production et de soutenir la production des deux côtés dans les mois qui viennent, pour qu'il n'y ait pas de trous de production. Il faudra, et ça fait le lien avec le premier sujet, un des points importants qui reste à lever dans le cadre d'une pleine et entière intégration des plateformes dans notre système de régulation français. Le CNC devra se pencher sur la question de l'intégration en son sein des œuvres audiovisuelles, notamment, puisqu'aujourd'hui il y a une interdiction, qui seront produites uniquement par ces plateformes. Du côté des organisations de producteurs, on estime que les œuvres indépendantes produites par ces plateformes devront bénéficier du soutien du CNC. Il reste donc au CNC à modifier ces règles pour parfaire et finaliser cette intégration des opérateurs SVOD dans le paysage français. D'accord. Égalité femmes-hommes, mais ça sera un sujet sur lequel on prendra du temps à la prochaine édition, mais juste pour en dire quelques mots, parce que je pense qu'il y a des choses qui ont été mises en place par rapport à ce que vous aviez évoqué lors de la dernière édition des RAF, sur des numéros qui ont été mis en place, etc. Peut-être Christophe, on a évoqué ça ensemble sur la mise en place de certaines choses. Alors, par rapport au numéro, là, c'était quelque chose qui ne concerne pas précisément et uniquement le film d'animation. Oui, il y a tout un tas d'initiatives qui sont ou d'organisations syndicales ou éventuellement des pouvoirs publics ou d'organisations patronales là, qui concernent à la fois l'égalité professionnelle, les discriminations, le harcèlement, enfin tout cet aspect-là, tous ces aspects-là, ce dont on avait parlé au RAF donc l'année dernière, en tout cas ce à quoi tu fais référence, il me semble, c'était des numéros d'appel, ça concernait surtout le harcèlement, enfin en tout cas pour la CFDT, nous étions à cette époque-là dans une grande période de communication et sur la mise en place de ces dispositifs et de ces aides pour les personnes qui feraient l'objet de, comportements, qu'on connaît malheureusement toujours dans l'entreprise,
pouvoir sortir de situations dont on ne maîtrise pas et qui, jusqu'ici, en tout cas, conduisait plutôt au repli sur soi et à la non-résolution des problèmes. Donc, il faut communiquer sur ces sujets-là. Sur l'égalité professionnelle en elle-même, dans le film d'animation, alors on a des dispositifs légaux, d'État qui sont à nos services d'une certaine manière dans toutes les branches professionnelles. Mais pour nous, à la CFDT, on ne considère pas ça comme étant suffisant. En plus, ce qu'il faut faire, c'est s'en saisir et parvenir à les décliner à la fois au niveau des branches et le cas échéant, lorsque c'est possible. Dans le film d'animation, il n'y a pas beaucoup on n'est pas dans un secteur d'activité avec une majorité d'entreprises de plus de 1000, on va dire ça comme ça, ou de plusieurs centaines en tout cas. Donc c'est vrai que dans les petites entreprises, c'est toujours compliqué. C'est d'autant plus compliqué dans nos secteurs d'activité que nous avons une grosse proportion de personnes qui ne sont pas des permanents. Donc voilà, c'est les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Après, je sais que en tout cas dans la plus grosse de nos entreprises du secteur, il y a une commission égalité professionnelle qui travaille, qui essaye de mettre en ce moment des choses en place en lien avec la direction. Ce qui est sûr, c'est que le secteur d'activité aussi en lui-même n'est pas un secteur d'activité très vieux, il est relativement jeune, à la fois jeune dans sa proportion de nombre d'entreprises et de nombre de salariés, jeune aussi par la moyenne d'âge aussi de ses salariés. Donc ça, c'est un terrain de base qui va permettre d'arriver vraisemblablement plus rapidement alors l'égalité professionnelle, je ne dis pas ça comme ça, mais en tout cas à des résultats plus probants que dans d'autres secteurs d'activité plus anciens où on constate toujours aujourd'hui la cristallisation de cultures qui ont 40 ou 50 ans, une évolution qui est une évolution lente, même si nous, organisations syndicales, on fait notre boulot, on continue de parler là-dessus, mais on voit bien que les personnes, et là, c'est pas forcément, je suis pas en train de dénoncer là forcément des positions patronales de représentants patronaux ou de direction d'entreprise, c'est pas forcément ça. C'est la culture en général, nos modes de fonctionnement qui évoluent quand même relativement lentement, même s'ils évoluent. En général. Donc là, dans le film d'animation, nous, on a quand même 2-3 petites lumières là, intéressantes qu'on a pu pointer avec des évolutions qui vont dans le bon sens. Très bien. Laurent ? Christophe pointait le travail fait chez MacGuff notamment sur le dossier. Moi j'ai envie de dire que socialement malheureusement on est quand même un peu moins avancé, c'est-à-dire que j'observe qu'on n'a pas réellement, et je prends ma part de responsabilité là-dessus en qualité de partenaire social, on n'a pas réellement travaillé sur les questions d'égalité femmes-hommes ou de harcèlement y compris, même si les problématiques sont pas nécessairement les mêmes dans le film d'animation. On a eu un dialogue social assez pauvre durant les 12 derniers mois pour tout un tas de raisons. Voilà, oui. Peut-être parce qu'il y avait moins urgence aussi, sûrement. Voilà, donc on a été confronté à ça. Donc c'est un peu la nuance qui existe entre nos organisations. Nous, on est toujours favorable à des accords plutôt nationaux que des accords d'entreprise. Enfin, les uns s'opposent pas nécessairement aux autres, mais on pense qu'à côté des accords d'entreprise, il faut aussi, à un moment donné, des accords nationaux qui donnent un cadre. Donc je crois qu'on a un gros travail à faire, et aussi dans l'animation, parce qu'on a eu retour, et j'aurais pas l'indélicatesse de citer quiconque dans cette affaire, parce que les affaires de harcèlement, c'est toujours extrêmement compliqué, à la fois pour ceux qui les subissent, mais aussi pour ceux qui ont des comportements déviants, donc c'est toujours à manipuler avec une extrême précaution. Mais nous, on a eu à connaître effectivement d'un certain nombre de problèmes, et notamment dans le film d'animation. Voilà, problème toujours pas résolu d'ailleurs au moment où nous parlons, et je pense qu'on aurait intérêt à s'occuper de ces questions. La difficulté, c'est de s'en occuper en étant à la bonne place, quoi, je veux dire. Voilà, c'est-à-dire ni forcément dans le buzz
à un moment donné de ce qu'on a pu vivre ces derniers mois, c'est-à-dire une espèce d'actualité qui devient brûlante et qui n'est pas forcément le meilleur moment pour l'aborder. Et faire un travail de fond. Mais faire un réel travail de fond, à la fois sur les questions de harcèlement et à la fois sur les questions d'égalité professionnelle, notamment en termes de progression de rémunération, etc. Et notamment de passage d'une fonction à l'autre et de passage d'une fonction subalterne à une fonction plus qualifiée, etc. Donc moi je le dis avec humilité, c'est-à-dire qu'on n'a pas dans le secteur réellement travaillé sur ces questions et nous pensons effectivement qu'on doit y travailler avec sérénité, mais qu'on doit y travailler activement, plus activement qu'on ne l'a fait. Voilà. C'est très bien, on aura l'occasion d'en reparler encore une fois plus longuement pendant les RAF 2021. Jules, tu voulais rajouter quelque chose, je crois, sur Oui, tout à fait. Donc, 3 points moi, que j'aimerais évoquer donc, sur la question de l'égalité femmes-hommes. Alors, tout d'abord, pour revenir sur ce que Christophe a dit par rapport à cette fameuse cellule d'écoute qu'on avait annoncée au RAF de l'année dernière, qui a en effet été mise en place. Donc, c'est à la base une initiative de la FESAC, donc, qui est l'organisation qui regroupe toutes les branches du secteur culturel employant des intermittents, en partenariat avec Audience ainsi que le ministère de la Culture, qu'on remercie. Donc ce numéro maintenant est effectif. Donc c'est plus précisément une cellule d'écoute contre les violences sexistes et sexuelles. Donc plus largement que sur l'animation ou même l'audiovisuel, parce que ça concerne l'intégralité du secteur culturel. Et donc ce numéro est donc le 01 87 20 30 90, très facilement trouvable sur Internet, mais je pensais quand même que c'était une bonne chose de le communiquer, parce que voilà, les choses ont avancé, en tout cas sur cette question-là, par rapport à ce qu'on avait annoncé l'année dernière. Donc ensuite, j'aimerais revenir, nous, sur notre organisation au sein de la FICAM, qui a pas mal évolué sur cette question, étant donné que donc, depuis cette année, notre comité directeur est totalement paritaire, avec un homme et une femme sur chaque poste. Donc nous avons atteint cette parité au niveau de notre comité directeur, qui était quand même un souhait depuis quelques années maintenant, qui n'a pas été forcément quelque chose de facile à réaliser, parce que comme l'a dit très justement Christophe, il y a un glissement en effet qui va vers du positif sur l'égalité dans notre secteur, mais tout ne se fait pas en quelques années. Il y a des choses en effet qui sont ancrées culturellement, qui sont longues à changer, mais aussi une question de la formation, de l'intérêt pour les métiers, et aussi une question qui n'a pas été soulevée, qui pour moi est très importante, c'est, alors peut-être plus pour les industries techniques de l'audiovisuel au sens large que pour l'animation, mais c'est l'informatisation des métiers, qui fait que beaucoup de métiers qui avant pouvaient être physiquement compliqués ne le sont moins ou le sont plus du tout. Avec une informatisation qui permet finalement, avec un ordinateur portable, de faire beaucoup de choses. Donc il y a quand même des barrières qui sautent une par une et qui font du positif. Alors après, moi, au niveau de l'animation pure, j'ai pas de chiffres, donc ça sera peut-être à Stéphane de les donner. Mais ce que je vois en tout cas sur les chiffres que j'ai 2018-2019, au niveau une fois de plus de l'industrie technique audiovisuelle au sens large, les chiffres sont quand même très encourageants pour ce qui est des générations 18-25 ans et 25-35. On voit quand même que, alors déjà, l'écart en nombre hommes-femmes tend vraiment à se réduire, et au niveau des écarts salariaux, ils se réduisent aussi énormément. Alors par contre, on est sur des différences complètement aberrantes, si on regarde dans le détail, par exemple, sur les générations 65 ans et plus. Enfin, si on regarde ça, on se fait beaucoup de mal, hein. C'est difficile. Mais c'est vrai que sur ce qui se passe maintenant, c'est très positif, et je pense qu'on va arriver assez rapidement à quelque chose de très honorable dans le secteur. Donc on reparlera Je suis assez confiant sur ça. Super. Stéphane. Peut-être juste pour donner un chiffre et puis pour faire un éclairage sur un autre point qui n'a pas été évoqué, puis on se terminera. Ouais. On a souligné à l'occasion de la publication des chiffres de l'emploi en France qui ont été réalisés avec Audience sur la féminisation du secteur. Il faut quand même jamais le perdre de vue. On a plus de 2700 femmes aujourd'hui qui travaillent dans les studios d'animation français. Sur combien Sur à peu près 7000. Donc en gros, les femmes aujourd'hui représentent 38% des effectifs et 37% de la masse salariale.
Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des écarts, qu'il n'y a pas des sujets, que globalement, voilà. Mais on voit qu'il y a quand même une corrélation aussi entre les effectifs et la masse salariale, ce qui est plutôt une bonne chose. Et par ailleurs, on voit dans un certain nombre de postes comment une féminisation rapide du secteur. Et quand on regarde sur les primo-entrants, il y a une proportion de femmes qui est plus importante, puisqu'en gros, on est à pas tout à fait, mais pas loin de 50-50. Donc ça veut dire que, comme le disait Jules, quand on regarde la pyramide des âges par le bas, en fait, on constate que globalement, on va arriver en tout cas à progressivement à un équilibre entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes qui travaillent sur le secteur. Donc ça ne veut pas dire par ailleurs qu'il ne faudra pas travailler sur le deuxième volet, après la féminisation, qui est celui de l'égalité des rémunérations hommes-femmes. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de séquelles de l'histoire. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Je pense que dans le bas de la pyramide, les écarts sont peut-être moindres que dans le haut de la pyramide ou dans le ventre mou de la pyramide, on va dire. Et ça nécessiterait peut-être d'avoir une approche fine avec audience de ce sujet-là, puisqu'on bénéficie des données d'audience. Je voulais juste, pour terminer, rappeler, au-delà de ce qui a été dit par Jules, que les choses avaient quand même effectivement un peu avancé par rapport à nos dernières prises de parole sur la question du harcèlement, avec ce qui a été fait par la FESAC, dont la FICAM et Anime France sont membres, aux côtés de toutes les organisations patronales du secteur du spectacle vivant et du spectacle enregistré. Et par ailleurs, je tiens à le dire, le CNC a mis en place de son côté des formations, on va dire, sur ces questions-là, et je pense que c'est une très bonne chose pour les producteurs et leurs représentants légaux, tous ceux qui signent les contrats de travail, en gros, pour faire simple et de manière un peu caricaturale, sur toutes ces questions-là. Et désormais, à partir du 1er janvier 2021, l'obtention des aides, des différentes aides du CNC, sont soumises à le suivi de cette formation par les producteurs et les personnes des RH des boîtes. Et donc, une formation qui a débuté, je crois, de mémoire fin 2020 et qui va se poursuivre tout au long de l'année 2020. Il y a des sessions régulières qui sont enregistrées, et nous, on a des premiers retours d'expérience de producteurs qui ont suivi ces formations et qui ont été très contents de les suivre. Donc il faut, saluer cette action du CNC. Pour certains, elle a pu paraître un peu surprenante de lier les aides au suivi de cette formation et à sa validation, parce qu'il faut valider également la formation, mais je pense que c'est in fine une très bonne opération du CNC et qu'elle est constructive et très formatrice pour les chefs d'entreprise qui malheureusement ne sont pas toujours tous conscients de ces sujets-là, et donc ça permet de combler un manque, et voilà, donc il y a quand même des choses qui sont faites, et ça, le terrain avance. C'est jamais assez vite, mais ça avance. Et juste une précision, comme compte tenu en plus des conditions sanitaires, c'était compliqué de former beaucoup de gens en même temps en ce moment, on peut aussi déposer un dossier d'aide, même sans avoir fait la formation, à condition d'être inscrit et bien sûr à condition de valider ensuite la formation. Mais voilà, exactement. Comme c'est déjà en place depuis le 1er janvier et que tout le monde n'est pas formé, loin de là, parce que je crois qu'il y a, de mémoire, il prévoit de former à peu près 9000 professionnels. Voilà, les choses ne vont pas s'interrompre quand même, mais effectivement, c'est une notion importante. Donc, merci infiniment à tous les quatre. Donc on reviendra absolument sur ce sujet. On se dit rendez-vous en novembre pour les RAF 2021. Merci encore à vous. Juste un mot avant de faire une pause et de retrouver une prochaine session. Restez devant votre écran, puisque le RECA, donc le réseau des écoles du cinéma d'animation, nous a préparé tout un programme de films de fin d'études. Et ça vaut vraiment le coup de visionner tout ça. Donc à tout à l'heure pour une prochaine session, et en attendant, on continue avec de l'animation. Merci.